Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 22. On va faire une expérience. Regardez, je disparais, je reviens, je disparais, je reviens. C'est de ça dont on va parler. Avec Ambrose Bierce, Histoire non élucidée. Je vous en lis une. De la difficulté de traverser un champ. Un matin de juillet 1854, un planteur nommé Williamson, qui vivait à 8 kilomètres de Selma, Alabama, était assis avec sa femme et un de ses enfants sous la véranda de leur habitation. Juste devant la maison, il y avait une pelouse, peut-être 50 mètres de largeur entre la maison et la grande route, ou comme on l'appelait, la dure. Au-delà de la route, rien qu'une pâture à l'herbe rase, ni rocher, ni aucun obstacle artificiel à sa surface. À ce moment précis, il n'y avait même pas un animal domestique dans le champ. Dans un autre champ, au-delà de la pâture, travaillaient une douzaine d'esclaves et leur contremaître. Jetant le mégot de son cigare, le planteur se leva, disant « J'ai oublié de dire un truc à Andrew concernant les chevaux ». Andrew était le contremaître. Williamson suivit paresseusement l'allée de gravier. Cueillant une fleur au passage, traversa la route pour s'engager dans la pâture, s'arrêtant un moment quand il lui fallut fermer la barrière pour saluer un voisin qui passait, Hermore Wren, qui vivait dans la plantation après la leur. Monsieur Wren était dans un cabriolet découvert avec son fils James, un adolescent de 13 ans. Quand ils se furent éloignés de 200 mètres du point de leur rencontre, Monsieur Wren dit à son fils « J'ai oublié de dire un truc à Williamson concernant les chevaux ». Wren avait vendu des chevaux à Williamson, lesquels auraient dû leur être menés ce jour-là, mais qui, pour quelque raison qui n'a pas été précisée, ne leur seraient livrés que le lendemain. Il enjoignit au cocher de faire demi-tour. Comme le cabriolet manœuvrait, tous trois aperçurent Williamson traverser tout aussi paresseusement la pâture. À ce moment, un des chevaux du cabriolet trébucha. Il s'était à peine repris que le jeune James Wren criait « C'est quoi, père? Qu'est-ce qui est arrivé à monsieur Williamson ?» Ce n'est pas du tout le but de ce récit de répondre à cette question. L'étrange récit que tint Mr. Wren quant aux faits tenus sous serment dans la suite des procédures juridiques relatives à l'héritage de Williamson s'établit comme suit. L'exclamation de mon fils me fit me retourner vers l'endroit où je l'avais vu s'engager un instant plus tôt, mais il n'y était plus. Et n'était plus visible nulle part. J'en fus évidemment alarmé, sans toutefois réaliser la gravité de ce qui se passait, même si je le trouvais singulier. Mon fils, cependant, restait stupéfait et continuait de répéter sa question sous toutes les formes jusqu'à ce que nous soyons revenus à la barrière. Mon domestique noir, Sam, était pareillement troublé et même à un degré supérieur, mais je crois que c'était plus dû à l'effroi de mon fils qu'à ce qu'il avait lui-même observé. Ici, une phrase rayée dans le témoignage. Comme nous descendions du cabriolet à l'entrée du champ et que Sam attachait les chevaux à la barrière, Madame Williamson, son bébé dans les bras, suivie par plusieurs domestiques, arrivait en courant, en grande nervosité, criant « Il a disparu, il a disparu, Dieu, quelle affreuse histoire !» et bien d'autres exclamations similaires dont je ne saurais me souvenir distinctement. Mais j'en tirais l'impression qu'elle parlait de plus grave, plus que la simple disparition de son mari, même si c'était arrivé devant ses yeux. Ses manières étaient étranges, mais pas plus, et j'ai pensé que c'était compréhensible en de telles circonstances. Je n'avais pas de raison de croire, à ce moment-là, qu'elle avait perdu l'esprit. Je n'ai jamais entendu parler depuis lors de M. Williamson. Ce témoignage, comme on pouvait s'y attendre, fut corroboré en chaque point par le seul autre témoin oculaire, si le terme convient, le cocher James. Madame Williamson avait perdu la raison, et ses domestiques, bien sûr, n'avaient pas compétence pour témoigner.
L'adolescent James Wren avait d'abord déclaré avoir vu la disparition, mais il n'y a rien de tel dans son témoignage, tel que rapporté à la cour. Aucun des travailleurs du champ dans lequel se rendait Williamson n'avait rien vu du tout. Et la plus rigoureuse recherche sur la plantation tout entière et dans le pays environnant ne put fournir aucune piste. Les fictions les plus monstrueuses et grotesques, amplifiées par les Noirs, coururent dans cette partie de l'État pendant bien des années, peut-être même jusqu'à nos jours. Mais ce qu'on en a dit ici est véritablement tout ce qu'on en sait. La cour décida que Williamson était mort et distribua son héritage selon la loi. Dans ce petit livre, qui inclut un recueil d'Ambrose Bierce paru en 1894, qui s'appelle simplement Ghost Stories, Histoire de fantômes, j'ai traduit tel quel. Tout est classé par la façon de ces récits. La table des matières, à la rencontre des fantômes, une pendaison, un salut glacial, message sans fil, très curieux, une arrestation. Soldat, puisque Bierce lui-même a participé à la guerre d'indépendance. L'homme aux deux vies, 3 et 1 font 1, une embuscade déjouée, à la guerre civile, pardon. 2 exécutions militaires, très curieux aussi. Ensuite, il y a un long chapitre central qui s'appelle « Maison hantée ». Et je vous assure qu'elles ne sont pas piquées des hannetons. L'île aux pins, mission pour rien, veille chez le vieil Eckhart, la maison à la vigne vierge, la maison aux apparitions, les autres locataires, ce qui s'est passé à Nolan, exceptionnel. Puis ce chapitre, disparition élucidée. Ça vous semble bizarre ce truc ? Un type qui part de chez lui, le terrain est plat, il y a une route, de l'autre côté un terrain plat, tout terrain, on voit tout partout aux environs. Le type passe, traverse la route, le gars qui l'a parlé se retourne, et ce moment-là suffit pour que disparaisse Monsieur Williamson. Vous avez vu la rapidité, l'efficacité de Bierce. Ambrose Bierce, même dans le monde américain, aujourd'hui, on le met au second plan. Pourquoi ? C'est un vrai écrivain, ce type-là, il était toujours sur le terrain. Il n'était pas à New York ni à Washington, pensez. Il était au bout, là-bas, vers la Californie, le Mexique. Il y a plein d'histoires avec San Francisco, là-dedans. Et en plus, il a fait la guerre. Et en plus, il a écrit plein de textes sur les reportages, sur les armées. Et en plus, il est mort bizarrement. Il est mort dans une échauffourée alors qu'il était parti à la rencontre des révolutionnaires mexicains. Non, mais... Et Bierce paye toujours. Par contre, la bande de Lovecraft et ses copains, Samuel Loveman a publié, George Kirk, l'ami de Lovecraft avec qui il partage cette maison à Brooklyn, Clinton Street, a publié son premier geste d'éditeur, les échanges de lettres entre Samuel Loveman, aussi le grand ami de Cleveland, de Lovecraft, et Ambrose Bierce. Pour eux, c'est quelqu'un qui met au premier plan, comme Montague Rhodes, James et Algernon Blackwood et d'autres. Ben, qu'est-ce qu'il y a de connu en France d'Ambrose Bierce ? Un truc qui s'appelle Dictionnaire du diable. Bon, c'est pas mal non plus. Mais moi, j'ai rajouté aussi un autre 4 récits qui s'appelle Le Club des Parenticides. Le titre veut tout dire. J'ai traîné cette traduction 2 ans, puis finalement, ben voilà, elle existe, c'est moi qui l'ai publiée. Et si on veut connaître Lovecraft, il faut aussi connaître le cercle autour. N'empêche, lui, il en balance 3 histoires de disparition non élucidées. Vous avez compris l'équation ? Un type part d'un endroit, arrive à un autre, et au milieu, il n'y a plus rien. Il fait ça 3 fois, et chaque fois avec la même force que celle-ci. Essayez donc d'en faire une. À bientôt pour le 23.